Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, l'actualité nous réserve parfois des surprises et ça a été le cas hier quand est tombé sur les fils de presse cette convocation de Gabriel Nadeau-Dubois pour cet après-midi pour faire le point sur son avenir politique. Et dans les minutes suivantes, on a bien deviné de quoi il s'agissait. 13h à Montréal, Gabriel Nadeau-Dubois qui va annoncer aujourd'hui qu'il quitte son poste de co-porte-parole de Québec solidaire et qu'il ne sera pas candidat non plus aux prochaines élections provinciales en 2026. On sait qu'il devait revenir à l'Assemblée nationale cette semaine de son congé de paternité. Finalement, ça a été prolongé de quelques jours de plus. On comprend pourquoi maintenant. Oui, on comprend pourquoi maintenant. Initialement, ce qui circulait, c'est qu'il y avait des engagements à Montréal avec la convocation qu'on prend maintenant. Faut donner le crédit quand même aux médias de gauche pivot qui avaient publié en soirée le premier cette nouvelle-là, confirmée par la suite aussi par notre bureau parlementaire. Faut dire que quand même, quand on recule un peu là, dans les derniers mois et les dernières années, ça n'a pas été évident pour Gabriel Nadeau-Dubois. Démission fracassante d'Émilise Lessard-Terrien, de la grogne à l'interne. On sait que Gabriel Nadeau-Dubois voulait faire prendre un virage plus pragmatique à Québec solidaire pour que Québec solidaire devienne un parti de gouvernance. Regardons un peu dans les sondages. Le parti est en diminution. L'élection partielle dans Terrebonne aussi cette semaine, ça a été toute une claque. Mais ça, c'était... Pour vrai, l'élection partielle dans Terrebonne, c'est une catastrophe. Je parle pas juste du pourcentage de vote, là. L'ensemble de l'œuvre, parce que ce qu'on n'avait pas réalisé... Écoute, personne ne pensait que Québec solidaire avait vraiment des chances, mais c'est la candidate, Mme Poirier, qui a dit « J'ai reçu aucun appui du parti. » Il y a pas... Moi, dans ma tête, dans une partielle, il faut que chaque député aille au moins 2-3 fois. Là. Je niaise pas 2-3 fois, faire du porte-à-porte, puis pas faire... Moi, j'étais rough là-dessus, là. Non, faire du porte-à-porte, c'est pas se présenter, aller prendre un café, faire une porte, puis faire semblant. En fait une soirée, là, t'arrives à 6h à l'heure du souper, puis à 6h30, tu pognes les portes, puis t'arrêtes à 8h30, puis tu vas rencontrer les gens. Là, rien. Et là, le soir, la cerise sur le Sunday, le soir de l'élection, là, la candidate, elle la mange la claque, voit le résultat, 4%. La chef du parti ou la co-porte-parole n'est pas avec elle. Les députés du parti sont pas avec elle. Elle est toute seule. Elle dit hier sur ses réseaux sociaux, elle dit une chance, j'avais mes parents, ma famille, mes proches, des bonnes personnes pour me soutenir, mais le parti est où? Sérieusement, là, t'écoutes l'histoire de lundi soir, sans méchanceté, ça a l'air d'un parti qui est mort. Puis là, probablement qu'eux savaient déjà là, ce qui s'en venait. Probablement que il y a une part de ça qui était liée à la tragédie qu'ils sont en train de vivre par rapport à Gabriel Nadeau-Dubois, ou qui se doutaient, ou qui craignaient qu'il ne revienne jamais. Mais c'est tout un questionnement là, sur l'avenir de le Québec solidaire. Est-ce que c'est un processus, tu sais, pour l'avoir, Mario, tu as aussi vécu dans des circonstances différentes, mais qu'est-ce qui se passe dans le processus de décision, tu sais, dans les mois, dans les jours suivants, dans sa tête? Sais-tu quoi? J'ai regardé ça hier soir, puis je me suis posé la question. Moi, si j'étais parti, parce que quand mes enfants sont nés, j'ai pris des 2 semaines, 3 semaines, puis des fois, Écoute, je vais vous conter une anecdote. Quand Charles est né à Sainte-Justine, c'est ça, les plus jeunes n'ont pas ça en tête. Il y avait eu le référendum de 95, puis ensuite, le Jean Chrétien avait lancé une contre-offensive contre le Québec, puis il y avait le projet de loi sur la clarté référendaire, mais qui était un projet de loi pour bloquer des référendums futurs. Et Lucien Bouchard avait annoncé des adresses à la nation. Donc, que les 3 chefs, lui, Jean Charest et moi, s'adresseraient. Il avait réservé dans les médias, je pense, une demi-heure, là, à 7h le soir. Ça devait être, faudrait vérifier, ça devait être le 15 décembre. Le 14, Marie-Claude accouche. Moi, j'étais en salle d'accouchement. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Puis là, à un moment donné, je check mon cell, 21 nouveaux appels. C'est qu'ils sont tous, peut-être mon cell était sur mute, là, 21 nouveaux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde. Mon attaché de presse, mon chef de cabinet, des gens du cabinet du premier ministre. OK. Mon bureau, les 2 principaux de mon bureau m'appellent comme des fous furieux, sachant que ma blonde t'en d'accoucher, puis le bureau du premier ministre s'appelle. C'est majeur. C'est qu'ils attendaient mon feu vert pour annoncer aux médias et au public cette adresse à la nation. Donc, le lendemain, pendant que Marie-Claude est encore à l'hôpital, puis le bébé à la pouponnière, moi, je suis parti. Là, ils m'ont envoyé, la Sûreté du Québec m'a envoyé un chauffeur. Puis là, j'avais pas d'habit. Fait qu'on était arrêté avec le chauffeur au Centre Rockwell. Au Centre Rockwell, on partait de Sainte-Justine. C'est un accouchement qui avait été compliqué. On était à Sainte-Justine.
On est arrêté au South Rockland. Je me suis acheté un habit, cravate, chemise blanche, habit. Là, je suis descendu à Québec avec la Sûreté du Québec qui a qui a sûrement respecté les limites. J'ai dû mal voir le cadran. On est arrivé, j'ai fait l'adresse à la Nation. J'ai fait l'adresse à la Nation, confidence au peuple. Avec les bas de pantalon pas faites, là. Avec les bas de pantalon pliés à main. Ben ouais, pliés avec mes mains, là. Mais une chance que t'as ton tempérament assez calme et capable de gérer des situations de stress comme ça. Tu m'en parles, puis je suis angoissée. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est là qu'on voit le sacrifice personnel aussi. Fou. Là, donc c'est pour ça que je reviens à mon histoire. Ouais. Si j'avais fait un arrêt de 3 mois, des fois, je me demande si j'aurais repris. Si j'avais été 3 mois à la maison avec les enfants, est-ce que j'aurais repris? Mais dans son cas, t'as nommé ses difficultés des derniers mois. J'en ajoute une, puis je remonte quelques mois avant, l'élection 2022. Moi, je faisais partie de l'émission spéciale à TVA, là, déclenchement de l'élection. Et je me souviens exactement, c'était dans le comté de Saint-François, dans un champ. Là, les images étaient magnifiques, dans un parc, donc dans les cantons de l'Est, à Sherbrooke. Et là, les espoirs étaient dans le plafond. Gabriel Nadeau-Dubois avait monté la barre, qui pensait qu'elle allait être l'opposition officielle. Tu sais, les libéraux étaient à terre. Québec solidaire, ça semblait aller bien. François Legault aimait aussi attaquer Québec solidaire, jouant le jeu avec eux, qui était comme l'opposition officielle. Et quand il est arrivé le soir des résultats, il y avait moins en pourcentage que ce que Manon Massé avait fait 4 ans avant. Oh. Le parti reculait. Il y avait un siège de plus, mais tu sais, il perdait en région. Il se concentre, tout ce qu'il voulait éviter, là, concentrer plus à Montréal, moins en pourcentage, perdre dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, perdre en région. Ça, je pense que ça fait ses efforts. Je pense que il y a eu une immense déception. Puis là, ensuite, dans le mandat suivant, tu viens de décrire, c'est misère par-dessus misère. Les sondages qui sont toujours en baisse là, sont passés de 16-17% à 14-15%, là, sont dans le 12-13%, ils n'ont même eu en bas de ça. Donc, c'est une impression générale que ça va pas dans la bonne direction. Donc, on va suivre ça. On les entend très peu depuis quelques temps, Québec solidaire aussi. Oui, Ruba Gazal est bonne, mais c'est vrai que depuis que Gabriel Nadeau-Dubois est plus là et est en congé de paternité, on les entend moins. En fait, on a parlé d'eux beaucoup dans l'histoire de Boisier. Ouais. Mais je pense pas que c'était positif. Non, c'est ça fait mal. Bon, le Globe and Mail qui nous présente un scénario précis de déclenchement d'élections fédérales. Donc, déclenchement ce dimanche, le 23 mars, pour un vote le 28 avril. Donc, une campagne très courte, 36 jours, c'est le plus court qu'on peut prévoir. C'était évident. Le scénario de la campagne courte, pour moi, c'était évident. Ouais, avec, justement, comme question de l'urne, toute la question de la menace de Donald Trump, annexion, 51e État, guerre tarifaire, et toujours selon ce que rapporte le Globe and Mail, les libéraux annonceraient 3 candidatures de haut niveau. Celle qu'on connaît le plus, puis ça a circulé dans nos médias aussi, c'est l'ancien ministre des Finances libérales, Carlos Schleitau, qui se présenterait donc pour les libéraux fédéraux. Il y a 2 autres noms qui sont cités dans le Globe and Mail. Dont un ancien maire de Vancouver. Oui, l'ancien maire de Vancouver, Gregor Robertson. Ancien animateur de télévision, de CTV également. Donc, en gros, c'est un au Québec, un dans le centre, un en Ontario, puis un dans l'Ouest. Un dans l'Ouest, exactement. 3 candidats vedettes, c'est bon. Oui, 3 candidats vedettes pour ce qui est aussi de tout ce qui est autobus de campagne, avion de campagne, tant chez les libéraux, les conservateurs, NPD, tout ça là, serait déjà réservé. Alors, on est sur les rangs. Maintenant, ce qui a fait beaucoup jaser aussi hier, c'est cette entrevue que Donald Trump a accordée à Fox News. Et dans l'entrevue, Trump, si je vous paraphrase un peu ce qu'il a dit, moi, j'aimerais mieux faire affaire avec un gouvernement libéral. C'est plus facile ça va aller mieux là, pour s'entendre. Pierre Poilievre a dit des choses pas très gentilles sur moi. Là, je l'aime pas. Bon. Pierre Poilievre, lui, a récupéré ça. C'est sûr que ça fait son affaire parce que ça vient un peu chambouler la stratégie libérale de le coller sur Trump en disant « Regardez, là, c'est le Trump du Canada. » Et Pierre Poilievre a fait du judo avec ça, le tourné à son avantage, a fait cette déclaration lors d'un rassemblement hier. M. Trump sait qu'il va pouvoir dominer Mark Carney et les libéraux et affaiblir le Canada. C'est ça ce qu'il veut. Il veut un Canada fragile et faible. Mais ça a lancé toute une discussion parce qu'il y a des gens qui ont acheté cette thèse-là. Mais là, je voyais des gens qui nous écrivent qui disent « Ouais, mais là, c'est l'inverse. Là, Trump, il joue ça
il a fait une twist là, pour mêler tout le monde, parce que dans le fond, s'il veut avoir Poilievre, il est mieux de dire qu'il aime mieux Carney pour que Carney ait l'air faible. Un peu comme ce que Poutine avait fait avec Biden. Oui, c'est un peu ça. Là. Donc, qu'est-ce qu'il y en est vraiment? En bout de ligne, je pense que c'est la population du Canada qui va devoir décider du gouvernement du Canada. Par contre, ça nous a donné une idée à quel point Donald Trump risque de s'ingérer dans la campagne là, à répétition là, de se mêler de la campagne canadienne, de faire réagir tout le monde, de commenter et de forcer tout le monde à réagir. La stratégie d'une courte campagne, Mario, est-ce que dans ton esprit, c'est un choix qui va de soi? Si t'es Mark Carney, dire ce que tu connais le moins et ce dans quoi tu risques d'être le moins bon, c'est la joute partisane de la campagne. Fait que tu la gardes la moins longue possible, surtout qu'ils partent avec un momentum dans les sondages. Fait que c'était pour moi une évidence. Le Bloc est prêt aussi? Oui, le Bloc est prêt, a choisi son slogan. Vous savez comme j'aime les slogans. Alors, a choisi comme slogan « Je choisis le Québec ». C'est vraiment ce qu'on a mis de l'avant. Il y a d'ailleurs nos collègues du journal qui ont obtenu en exclusivité donc sa vidéo où il annonce donc les... Mes amis, bonjour. Essentiellement, écoutons-en un petit extrait. Québécois. Les prochaines semaines seront peut-être parmi les plus intéressantes, dangereuses et porteuses d'opportunités de l'histoire du Québec. Nous allons devoir être des alliés pour le Mexique et pour le Canada dans une négociation difficile face aux États-Unis de Donald Trump. Nous pouvons aussi en sortir grandis. Je nous invite à éviter, bien sûr, d'être la monnaie d'échange, que la singularité du Québec ne soit sacrifiée pour et le message n'est pas mauvais, le slogan n'est pas mauvais. Je demeure inquiet pour le Bloc, là, de ce qui va lui arriver. Si la campagne se polarise autour de la question qui est le mieux placé pour faire face à Donald Trump, si, comme je l'ai déjà dit, le Bloc est un parti qui marque des points quand l'ennemi est à Ottawa. Ottawa qui menace notre langue, Ottawa qui menace notre culture, Ottawa qui veut centraliser les pouvoirs. Mais non, on a la fierté canadienne dans le tapis. Ben oui, puis l'ennemi est à Washington. L'ennemi n'est plus à Ottawa, là. C'est comme l'ennemi est à Washington. Et dans un contexte comme ça, beaucoup plus difficile pour le Bloc de faire entendre son message. Alors, ils ont déjà perdu beaucoup de points dans les sondages, puis c'est une campagne qui pourrait... Donc là, on s'agrippe du côté du Bloc sur un message, je choisis le Québec, mais je suis convaincu qu'on est un peu nerveux là, sur, entre autres, la première moitié de campagne, comment le Bloc va réussir à se positionner. Avantage, évidemment, pour Yves-François Blanchet dans les débats en français. Oui, ça va sûr. Je note également le choix de la musique dans la vidéo de M. Blanchet. Il y a quelque chose qui est rigolo, là. Faudrait revoir la trame sonore. Quelque chose de très, je sais pas, super-héros, le fling, ding, ding, ding. Je reverrai le choix de la musique de la vidéo. Bon, j'avais pas entendu la musique. Je m'excuse, Isabelle est là pour ça. Bon, ça clique, tir groupé hier contre François Bonnardel. Oui, parce qu'après les libéraux, là, c'est au tour du Parti québécois aussi de demander, d'une part, au juge Galland de se récuser de la commission d'enquête sur le fiasco SACLIC. Au cœur des enjeux, là, c'est sa proximité par le passé avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, dans le temps de la commission Charbonneau. Maintenant, pour ce qui est de François Bonnardel, effectivement, il y a un tir groupé aussi à la suite de ces nouvelles révélations. Je vous en parlais dans notre dernier épisode, Le Devoir, qui révélait que le ministre Bonnardel avait été avisé des problèmes avec le projet SACLIC dès septembre 2021. Alors, face à ces nouvelles révélations-là, libéraux et péquistes ont réclamé la démission du ministre Bonnardel, qui lui a continué essentiellement de clamer son innocence. Je vous fais entendre un petit montage du Parti québécois, Joël Arsenault, Monsef Déragi chez les libéraux, Vincent Marissal, Québec solidaire, qui ont continué vraiment de mettre de la pression là, sur Bonnardel, sur le PM, sur le gouvernement. Il doit être démis de ses fonctions. Monsieur Bonnardel doit démissionner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous éviter le supplice de la goutte, là? Je vais être très sincère avec vous. Ça m'écoeure totalement de me faire mettre des mots dans la bouche sans pouvoir me défendre. Je donnerai toutes les informations que j'ai. Oui, à la commission. Parce que ça, c'est le gouvernement est empêtré avec ça, mais l'opposition, d'une certaine façon, aussi est dans un cul-de-sac à partir du moment... Tu sais, des fois, c'est drôle, l'opposition demandait une commission d'enquête publique, mais des fois, quand tu es dans l'opposition, tu demandes une commission d'enquête publique, mais t'en veux pas.
Tu la demandes, mais pour pouvoir dire que le gouvernement refuse de faire la lumière, puis le gouvernement... Parce que là, ça devient un paravent. Ben, une fois que le gouvernement la déclenche, la commission d'enquête publique, mais exemple, François Bonnardel ne peut plus parler de ces choses-là publiquement, doit réserver ses commentaires, quasiment comme un procès. Tu dis, regarde, tu commandes pas ce qui s'en vient dans un procès, tu dis, je vais le dire devant le tribunal. Mais là, c'est pareil, le ministre dit, moi, mes explications, je vais les fournir devant la commission en temps et lieu. Et c'est ce que l'opposition s'est fait répondre toute la journée hier. Et finalement, ce matin à l'Assemblée nationale, Bernard Drinville qui va déposer son projet de loi très attendu. On se souvient d'avoir eu le rapport sur l'école Bedford, sur la religion entrée de plein pied dans des écoles. Mais là, c'est le projet de loi pour ramener la laïcité. Oui, parce qu'il y avait eu Bedford, mais il y avait eu des manquements sévères aussi dans plusieurs autres établissements scolaires. Donc, dans ce projet de loi-là, 3 enjeux, laïcité, égalité homme-femme, qualité de l'éducation aussi. Et le message que la CAQ veut envoyer clairement, c'est que la religion n'a pas sa place dans les écoles. Souligner aussi que plusieurs manquements à cet égard ont été constatés dans les différentes écoles visées par le rapport publié à la fin février. On va attendre ça, on attend ça vers les 10 heures. Ouais. On a maintenant le palmarès des livres au Québec en 2024. D'abord, il s'en est vendu pas mal de livres québécois. Hein? Il y a une hausse de 6,9 %. C'est la plus grande hausse depuis 2012 parce que ça stagnait un peu la vente de livres. On constate entre autres que les livres québécois continuent d'avoir la cote. Les initiatives qui sont donc déployées au cours de l'année, ça fonctionne. Ce qu'on remarque dans les livres les plus vendus, c'est un bilan Gaspard, c'est que, ça c'est drôle quand même, le livre le plus vendu au Québec en 2024, c'est le Guide de l'auto. Ah oui? Je me dis, bon, mais ça veut dire que les gens n'aiment pas trop lire ou il y a encore un intérêt pour les voitures. On le lit. C'est le fun, oui, le mais Guide de tu sais, je veux dire, y a pas, ça, on n'est pas dans les grandes analyses ou encore les guides de la grande littérature. Mais donc, il y a un intérêt. Ça veut dire les voitures, ça passionne encore. Félicitations à nos collègues du Guide de l'auto. C'est un beau succès pour l'entreprise. Oui. Bravo. D'ailleurs, l'an prochain, 60e anniversaire du Guide de l'auto quand même. On sait qu'Antoine Joubert est toujours sur nos ondes le vendredi dans l'émission de 10 ans. Deuxième livre le plus vendu, Jeannette, 100 ans d'amour. Jeannette qui va avoir 100 ans mardi prochain, le 25 mars. C'est fou. À 100 ans, meilleur vendeur. un des meilleurs vendeurs du Québec. C'est pas croyable. Numéro 3, Guillaume Musso, qui est un romancier français, quelqu'un d'autre. Donc, il y a encore l'intérêt pour le roman. Au fait, les romans et la littérature jeunesse sont les 2 cases où on vend le plus de livres présentement. 4e place. Mais c'était pas les... Excuse-moi, je t'arrête. C'était pas les livres de recettes? Tant qu'on se fait dire depuis des années que c'est toujours les livres de recettes qui sont dans le top 3. Là. On préfère les voitures que les petits gâteaux. C'est comme ça. Mais les livres de... Tu vois, Ricardo, mon premier livre de recettes, est dans les plus vendus chez les jeunes. OK. Mais ça, c'est vrai, c'était très bien fait, ce livre de Ricardo-là. Il y a la bande dessinée également, tome 6 de l'univers est un ninja. Mais sinon, on sent une perte un peu d'intérêt pour la BD chez les jeunes. Ça a été noté aussi. Dans les plus vendus, meilleur vendeur, Rue Duplessis qui arrive en 4e place avec Jean-Philippe Plot. Puis Civilisé de Patrick Sénécal qui est toujours très vendu. Lui, à chaque fois qu'il sort un livre, là, c'est toujours très populaire. Civilisé qui était une espèce de réflexion justement sur nos comportements humains dans une situation extrême. Jean-Philippe Plot, je ne l'ai pas lu, mais Mme Barrette, qui lit beaucoup, a été renversée, séduite par ce livre-là. Les critiques sont unanimes pour Duplessis. Vraiment, c'est mérité. Puis en plus, c'est le genre de livre également qui est moins dans le roman. Donc ça aussi, c'est intéressant. Puis je me dis, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une augmentation dans presque toutes les catégories. Je trouve que c'est de bon augure pour la suite des choses. Même si les livres ont augmenté un petit peu de prix, ça ne boude pas notre plaisir pour autant. Ça aussi, je trouve ça rassurant. Bon. Quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'il faut dire la tempête des corneilles là, quand on parle de la tempête du printemps. Là, je veux rectifier la patente. Il y a quelqu'un qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Souvent, quand on nomme des tempêtes, c'est folklorique et il y a plusieurs façons de nommer les tempêtes. On peut dire tempête des sucres quand c'est une tempête tardive parce qu'on est dans la période des sucres. On pourrait aussi dire tempête des poteaux parce qu'à ce temps-ci de l'année, la neige est mouillée et colle sur les poteaux. Et on pourrait dire tempête des corneilles parce que retour des corneilles, retour des oiseaux noirs parce que le printemps, on parlait des outardes tantôt. 3 expressions bien folkloriques. Les 3 peuvent être utilisées, donc ce n'est pas une faute. C'est juste qu'on est comme ça. On aime nommer les lunes, on aime nommer les tempêtes. On est de même. Je suis renversé. Quelle érudition. Oui, on apprend. Moi, quand on me dit que je me trompe de nom de tempête, ça me choque. On part d'ici fatigué. Bon, on espère que le Canadien est pas trop... je suis déjà brûlé. On espère que le Canadien n'est pas trop fatigué, lui. Non, parce que c'est un match important ce soir contre les Highlanders de New York. Les Highlanders, là, ont eu un petit passage à vide, mais là, ils sont de retour dans la course aux séries. Ils sont... Puis là, Patrick va les avoir, Roy va les avoir brassés. On peut pas perdre contre le Canadien ce soir. Là. 3 points derrière le Canadien. Il y a des matchs importants. Là. Ce soir, les Rangers, adversaires directs du Canadien, 1 point derrière le Canadien, affrontent les Leafs.
Columbus, dans la course aussi. 3 points derrière le Canadien, joue contre les champions de la Coupe Stanley, la Floride. Mais c'est plutôt un scénario optimiste. Là. Canadien gagne, les 2 autres perdent. Oui. Canadien se repositionne super pour les séries. Canadien perd, les deux autres gagnent. Le whoops. On est peut-être même plus 8e, surtout avec les Rangers. Mais ce qu'il faut souligner, puis ça a été souligné à l'entraînement hier, c'est le brio du capitaine Nick Suzuki. Sincèrement, qui est sur une séquence incroyable. 18 points en 11 matchs. Il est devenu, lors de la dernière rencontre, le premier joueur à atteindre le plateau des 70 points le plus rapidement depuis Danfous et Turgeon en 95-96. Et Suzuki, tu sais, quand on dit là, l'importance pour un capitaine de se lever, là, c'est exactement ce qu'il a fait avant la date limite des transactions. Il est allé voir Kent Hughes, son directeur général. Il a dit, garde, moi, je crois au groupe de joueurs qu'on est actuellement. Kent, c'est pas le temps de liquider l'équipe. Hughes a répondu au capitaine, ah oui, ben parfait, il reste quelques matchs avant la date limite des transactions. Montre-moi ça. Et le Canadien est sur une séquence incroyable depuis. Avec son capitaine comme premier marqueur qui marque tout. Puis, tu sais, dans ces points, là, des buts gagnants, des jeux, des buts égalisateurs, des passes qui ont, dans des moments clés, là, qui ont changé le cours des matchs.